Déjà à l'âge de 15 ans, Apollinaire quittera la maison de ses parents sans leur autorisation pour le couvent.
D'ailleurs, par rapport à cela, il y a une célèbre sagesse de son père. Je le cite le père de Chibaka. Moi, j'accepte de te perdre, mais toi, ne te perds pas et ne nous perds pas. Je peux reprendre? Moi, j'accepte de te perdre, mais toi, ne te perds pas et ne nous perds pas. On est dans un contexte où le papa doit accepter de laisser son fils partir pour devenir prêtre, alors qu'il est l'aîné d'une famille nombreuse. On est en Afrique. Cette phrase résonne encore et encore dans les oreilles de Chibaka. Sans le savoir, il était à la recherche de la singularité, qui en fait est la meilleure position pour servir les autres. L'humanité, Dieu. J'ai retenu de lui deux caractères qui le distinguent. Je parlais tout à l'heure de la singularité et de l'excellence. Chibaka incarne, selon moi, et les œuvres que j'ai lues de lui, un exemple exceptionnel de vocation spirituelle, académique et sociale. Son parcours est marqué par une profonde singularité. Ce caractère unique qui se manifeste par sa manière de penser, d'agir, de s'engager au service des autres. Elle est donc l'expression de son identité profonde. Mais en tant qu'abbé catholique et recteur de l'université officielle de Mbujimayi, Chibaka incarne une gestion orthodoxe, le respect des textes, la sagesse de la discipline dans sa vie quotidienne, la cohérence et la bienveillance sont enracinés dans son engagement religieux et dans sa culture Luba. Et d'ailleurs, on le sent par son accent, un accent très prononcé, Luba, Nganash. Ce qui distingue M. l'abbé Chibaka Chimpungu, ce sont ses valeurs et son respect profond pour la dignité humaine, l'affirmation de soi, la croissance intellectuelle et l'épanouissement de l'esprit, des qualités qu'il transmet avec humilité et persévérance autour de lui. Mais c'est un homme qui a la poursuite de l'excellence. C'est la deuxième qualité que je retiens de lui. Ce trait de caractère est inscrit de vie. Nous sommes à Mangajika, dans un coin perdu de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes là, venus de partout dans le monde. Nous sommes là, parce qu'en fait, c'est lui qui nous réunit ici. Nous avons traversé des routes avec des forêts. On a vu, nous sommes tous venus par route. Et voilà, nous sommes arrivés à un endroit éclairé. Il y a la lumière. C'est l'excellence, la poursuite de l'excellence. Il veut donner le meilleur de lui-même chaque fois qu'il doit faire quelque chose. Je crois qu'il a compris très tôt que l'excellence n'est pas un hasard, mais c'est un résultat. Il développe des relations de qualité avec chaque personne qu'il rencontre. Nous sommes là, nous sommes la preuve. Il a des relations particulières avec chacun de nous ici. Il a la culture de l'honneur, et je crois qu'il a appris cela très tôt. Cela lui permet d'entretenir, je voulais dire, des relations de manière saine et équilibrée, en sachant mettre des limites. C'est ces deux traits de caractère, la singularité et la poursuite de l'excellence, font de lui un leader authentique qui mène par l'exemple. Maintenant, je parlerai de mon discours. C'est une métacommunication sur l'œuvre de Chibaka. C'est-à-dire, je ferai un autre discours sur le noir, le nègre, en fait, le thème qui nous réunit ici. Et je l'ai intitulé « La reconquête de la dignité de l'homme noir », une lecture métacommunicationnelle de 4 titres de l'œuvre littéraire de Chibaka. Alors, je commencerai par parler de la dignité contre l'humanité lorsque la folie s'empare de l'homme. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, comme cela m'a été demandé. Il est vraiment urgent de repenser la question de la dignité humaine. C'est une urgence. Cette question a préoccupé les Occidentaux depuis plusieurs événements malheureux qui ont marqué leur histoire. Le génocide, la colonisation, avec le déni d'humanité qui l'accompagne, donne raison à Thomas de Browning qui écrivait « Notre temps est passé maître dans l'invention des catégories permettant d'immoler à l'être abstrait des êtres réels. » Et c'est pour enfoncer davantage l'occidental que Césaire constate avec amertume, je cite Césaire, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement
est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial, que déférer à la barre de la raison comme à la barre de la conscience. Cette Europe-là est impuissante à se justifier et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins la chance de tromper. Rusé avec ses principes, l'Occident le fait. Il crée à qui veut entendre des droits de l'homme, de la dignité humaine et même de la reconnaissance pour aborder une théorie mise en place par Axel Honneth. L'hypocrisie occidentale est étalée dès lors que toutes les sonnettes d'alarme tirées n'ont jamais réussi à le faire fléchir. Gabriel Marcel a attiré l'attention en lançant une sorte de pamphlet, Les hommes contre l'humain, ou contre Michel Henry et Jean-Baptiste Mattei et Jean-François Mattei qui ont stigmatisé la barbarie occidentale. Tout cela n'a pas découragé les théoriciens qui n'ont pas hésité à mettre en place des théories aux assises scientifiques incertaines comme l'infériorité de la race noire. Point il est besoin de revenir ici sur toutes les théories mises en place par les penseurs comme Hegel, Arthur de Gobineau ou Lucien Lesbrul. La théorie de l'infériorité du noir a presque justifié sa réification ou même comme un sous-homme. Depuis lors, d'autres penseurs occidentaux ont essayé de rectifier le tir en montrant d'abord l'inanité de toutes ces vieilles théories d'anthropologie. La pensée de Lévinas, abondant dans le sens de l'humanisme de l'autre homme, prouve au moins sa complétude dans la pensée d'Axel Honneth qui parle de la théorie de la reconnaissance pour inventer les humains que celui dans lequel nous vivons. Pourtant, le salut, ou mieux le développement de l'Afrique ou du Congo, passe par une crise de distance vis-à-vis de ce père dont l'odeur est trop envahissante pour emprunter une expression chère à Moutimé. Je cite Moutimé. Nous avons autre chose à faire de manière urgente, assumer la responsabilité d'une pensée qui porte sur notre destin et notre milieu, avec comme objectif la réadaptation de notre psychisme après les violences subies. Ce psychisme que nous n'avons pas toujours le courage de nous refaire parce qu'à tort ou à raison, l'entreprise nous paraît titanesque. C'est de cette entreprise que dépend aujourd'hui et dépendra demain la pertinence des attitudes que nous pouvons développer face aux endémies qui nous viennent d'ailleurs, ou ce que nous créons nous-mêmes, qu'elles soient de nature économique, politique ou idéologique. C'est mon idée. Les pathologies que nous sommes créées nous-mêmes sont celles de l'autosuffisance qui inclinent vers une autocratie ou l'exercice d'une petite parcelle de pouvoir fait de celui qui l'assume un vrai omission arrogant, à l'exemple de son excellence Muzungu Ben Kole, c'est de Chilaka que je parle, Muzungu Ben Kole. Je cite, c'est un extrait de son ouvrage. Héros de l'indépendance nationale, père inspiré, guide clairvoyant et gardien avisé de la révolution patriotique du 29 février, empereur, pacificateur et créateur de la République fédérale des Bantous, secrétaire général du comité fédéral du Rassemblement pour la patrie et la Révolution, chef du corps des volontaires pour la défense des acquis de la Révolution pacifique du 29 février, c'est le Madame Personne avec tous ses titres, chef du gouvernement du réveil patriotique, amiral commandant suprême des armées, ministre de la Défense et chef de l'association des anciens combattants, ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, des ressources animales et du développement rural. Ah, il faut aller retrouver Chibata, vous le verrez. Tous les lecteurs qui s'est aventuré à dévorer la maison du nègre, c'est combien cette énumération est longue. Mais cette concentration des pouvoirs nous fait rentrer dans les profondeurs des différents régimes qui se sont succédés à la tête de nos pays. Ce cumul
malheureux a fait passer certains dirigeants pour des êtres surnaturels et donc infaillibles aux yeux de ceux de leur Dieu littéraire. Mais lorsque la nature a repris ses droits pour montrer aux uns et aux autres qu'ils n'étaient que des humains faillibles, le pays se retrouvait dans un abîme où, à l'image de la caverne platonicienne, il se bat pour sortir et contempler ainsi le soleil dans toutes les indépendances et celui du développement. Lorsque Chibaka écrit au nom du Père et du Nègre, ce titre semble être une parodie de la formule par laquelle commencent toutes cérémonies religieuses chrétiennes. Mais le plus intéressant, c'est le fait de voir que dans les deux essais, le Père et le Nègre sont liés par une conjonction de coordination. Nous pouvons alors voir une identité de rôle dans celle que fait le Père et le Nègre. Ensuite, le Nègre termine toujours le titre et le signe qu'il demeure encore à la traîne et ne peut marcher qu'à la suite du Père et agir en son nom. La meilleure illustration est celle des chefs d'État africains qui jouent au valet de l'impérialisme et servent comme agents des services secrets étrangers. Dans ces quatre titres, l'expression être noir est porteuse de mépris, ce mépris qui aujourd'hui est aujourd'hui l'une des pathologies les plus tenaces résulte de la rencontre de l'homme noir et de l'homme blanc. C'est de cette rencontre que le blanc, au nom d'une supériorité qui s'est ajoutée, a créé le noir. La rencontre avec le blanc a eu le malheur d'être asymétrique et déséquilibrée. Le plus fort a assujetti le faible, non seulement par la force, mais surtout de manière symbolique, avec un narratif le présentant comme un moins que rien. C'est ainsi que Charles Taylor a raison de constater qu'une analyse analogue a été faite à propos des Noirs depuis des générations. La société blanche a donné d'eux une image dépréciative à laquelle certains n'ont pas eu la force de résister. De ce point de vue, cette autodépréciation devient l'une des armes les plus efficaces de leur propre oppression. Leur premier objectif devrait être de se débarrasser de cette identité imposée et destructive. C'est pourquoi, par exemple, en matière d'aide au développement, toutes les solutions imaginées de l'extérieur, sous la participation de ceux qui sont concernés par le problème, n'ont jamais fonctionné. C'est donc à ce juste titre que l'on dit qu'un peuple se développe et n'est pas développé. Il doit apprendre à être acteur de son développement plutôt que de se faire toujours assister. La main qui t'habitue à recevoir ne veut vraiment pas que tu la franchisses de sa tutelle. L'aide au développement est une stratégie très subtile pour prolonger sous d'autres formes la colonisation. Elle ne nous habitue pas à apprendre à pêcher, mais à être de bons consommateurs de poissons attrapés par les autres. Et il faut que nous le sachions. Le colonisateur d'hier et le mondialiste d'aujourd'hui n'acceptera jamais un seul jour que le noir s'émancipe. Voilà qui nous rappelle au bon souvenir de cette maxime politique. La liberté s'arrache. Et si la liberté s'arrache, la démarche qui devrait nous y conduire ressemble au vol du feu des dieux par Prométhée. Les pays d'Asie ont compris et aujourd'hui ils rendent la vie dure aux Occidentaux sur le plan économique. Le feu, symbole de la technologie occidentale, a été volé et adapté aux besoins de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, ces pays qui ont volé la technologie se font respecter. Je voudrais même amplifier le vol prométhéen du feu par une métaphore d'un sport que les hommes adorent, le football. Ce sport a été inventé par les Anglais, les autres nations se le sont appropriés. Ils l'ont tellement perfectionné au point de dépasser les inventeurs de ce sport roi. Il suffit de compter le nombre des coupes du monde remportés par les pays de l'Amérique du Sud. Par rapport aux Anglais, nous se rendons à l'évidence qu'un minimum de volonté, on peut y arriver. Ambivalence du noir et reconquête de la dignité. La première partie du tableau a présenté le noir comme un homme qui a hérité de la tradition, la paresse intellectuelle lorsqu'il s'agit de résoudre ses problèmes. Pour cela, il est tenu pour un bon à rien. Cependant, dans le discours même de ceux qui ont proclamé la capacité du noir, le synonyme du noir, nègre, a une connotation positive comme dans l'expression travailler comme un nègre. Noir, nègre,
il n'aurait pu être pris comme une expression dévalorisante. Nous devrions aujourd'hui rebondir sur la revalorisation opérée par les chantres de la négritude et comprendre définitivement que nous ne sommes pas des noirs gloriens. Le noir a énormément apporté au monde, mais surtout il faut récupérer les mots du docteur Dubois et en faire le leitmotiv de notre action. Je le cite. Je vous dis que c'est votre propre peur et votre propre ignorance qui vous maintiennent en esclavage. Il n'y a qu'un genre d'éducation, celle qui conduit à affirmer et à maintenir sa propre liberté. Quel besoin le nègre avait-il du blanc? Aucun. Le fait suprême, le seul fait digne d'être pris en considération, était que le blanc, en dépit de ses grandes paroles, de tous ses principes tortueux, maintenait le nègre dans la sujétion. En sa qualité d'enseignant, il croyait fermement, en vertu de sa profession, améliorer tant soit peu le sort de ses congénères. Voici pourquoi il leur recommandait, je vais essayer de chuter, malgré moi le texte est là, de leur recommander de se départir du complexe d'infériorité que l'homme blanc s'écoute désormais comme un épouvantail et de le considérer comme un simple homme, comme lui. Et il y a ce propos. Éduquez-vous si vous le désirez. Améliorez votre sort si vous le pouvez. Mais souvenez-vous de ceci. Jusqu'à ce que vous soyez libres et égaux de vos voisins blancs, rien ne servira à rien. Ne vous avisez pas en croyant que le blanc vous est supérieur à quelque égard que ce soit. Il ne l'est pas. Sa peau peut être blanche, mais son cœur est noir. Il est coupable devant Dieu et devant son prochain. Dans son orgueil et son ignorance, il tire le monde entier sur sa tête. Le jour approche où il ne gouvernera plus. Il a sémé la haine à travers le monde. Il a dressé le frère contre le frère. Il a renié son propre Dieu. Non, ce misérable spécimen de l'humanité n'est pas le supérieur de l'homme noir. Cette race d'hommes est condamnée. Réveillez-vous, mes frères, et chantez. Huez l'homme blanc, chassez-le de votre vue. Scellez-lui les lèvres, liez-lui les membres, enterrez-le. Là où est sa place, dans le tas de fumée. On lui donne un peu de temps encore, et l'homme blanc se détruira lui-même, et le monde pernicieux qu'il a créé. Il ne possède pas de solution au mot qu'il impose au monde. Aucune. Il est vide, délusionné, sans grain d'espoir. Il soupire pour sa propre fin misérable. Je veux conclure. Être noir n'est en rien une catastrophe. Notre dignité peut être reconquise et nous en avons les moyens. Aujourd'hui, la chose nous paraît difficile puisque nous avons simplement été affaiblis mentalement par une rhétorique dévalorisante que nous avons malheureusement intériorisée. Cela nous a fait croire que nous ne pouvons rien faire sans le concours des autres. Il suffit de renverser l'équation et réaliser que ceux qui ont résolu leurs problèmes l'ont fait d'abord en comptant d'abord sur leur force. Pourquoi ne ferons-nous pas comme eux? C'est cela le premier chemin de la reconquête à parcourir. Deuxièmement, je termine, il nous faut revenir sur les principaux enseignements de la négritude qu'il nous faut adapter au contexte actuel et dire que nous sommes capables de créer un autre environnement pour nous-mêmes, si nous le voulons. Là où il y a de la volonté, il y a du chemin, disait un vieux sage chinois. Incapable de résoudre un problème, nous pouvons l'être, mais jamais nous ne pouvons l'être pour tous les problèmes de la vie. Troisièmement, vraiment pour terminer, nous devons transformer notre école en un lieu de transmission de connaissances qui ont fait la grandeur de nos ancêtres. Tant que nous continuerons à nous inscrire dans la logique de la grande voyage de l'aventure ambiguë, c'est-à-dire envoyer nos enfants à l'école occidentale sans leur enjoindre d'aller voler la science des autres, nous resterons sur leur coupe. Eux ont énormément volé de notre science. Le temps est donc venu pour nous de faire de leur retourner la pièce de leur monnaie. J'ai dit.